Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons un directeur d'école qui vient de publier un ouvrage très intéressant. Son titre, Gérer les comportements difficiles chez les enfants. Il est sorti aux éditions Erasme. Paul Lurquin, bonjour. Bonjour. Rappelons d'abord que vous êtes directeur d'une école d'enseignement spécialisée primaire à Omzé, un petit village de la commune de Philippeville, et que vous avez été également instituteur. Et donc, vous avez une expérience de plus de 20 ans auprès d'enfants qui présentent des troubles du comportement et qui ont donc besoin d'un accompagnement spécialisé. Quand on est professeur, instituteur, est-ce qu'on a toutes les qualités au départ ? Je crois qu'on a des qualités, oui, certainement. C'est certain. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas préparé à affronter ces enfants qui représentent parfois des tempêtes dans notre jeune carrière. Je me souviendrai toujours au début de mon travail à Omzé, et c'est pour ça que j'ai envie de partager cela, justement, pour essayer d'aider des personnes en difficulté. À Omzé, lorsque un enfant vous envoie dans les roses de 5 ans en vous disant des noms d'oiseaux, il est clair que vous êtes démunis, vous arrivez avec votre bagage rempli de pédagogie, mais au niveau de l'intervention, vous n'avez rien du tout. Donc j'ai vécu des moments difficiles par rapport à ces enfants, tout comme mes collègues. Et l'expérience faisant, je me suis construit, j'ai grandi par rapport à ces difficultés. Et je crois que ces enfants vous amènent dans votre vie personnelle à grandir également. Toutes les interventions qu'on est amené à mettre en place pour tenir bon, pour les comprendre, ce sont des interventions qui nous aident à changer notre regard par rapport à la vie et nous fait grandir. Ouais. Et donc l'idée de ce livre, c'est un peu parce que des collègues ou des enseignants venaient auprès de vous pour trouver des solutions à leur situation. Donc je travaille dans l'enseignement libre, en entité. Les directeurs de l'enseignement ordinaire me demandaient régulièrement, quand ils devaient envoyer un enfant dans l'enseignement spécialisé, comment gères-tu ces enfants ? J'organise chaque année avec mon équipe une journée porte ouverte et j'invitais les directeurs à venir dans l'école, mais pris par leurs occupations, ils n'avaient pas la possibilité de venir. Donc l'idée m'est venue de réaliser un travail qui contextualisait d'une façon globale tout le comportement difficile pour pouvoir aller dans les concertations en enseignement ordinaire pour présenter cela. Et ma recherche m'a amené à rencontrer plein d'articles, beaucoup de lectures, dont Stéphane Vincelette, le co-auteur du livre, formateur en intervention psycho-éducative. Qui est québécois, Stéphane. Je l'ai rencontré par Internet, son travail, et son travail avec mon expérience, notre expérience, m'a donné l'idée vraiment de réaliser un contenu d'outils, je dis bien d'outils, il y a très peu de théorie, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de pistes d'intervention qui pourraient aider les personnes en difficulté par rapport au comportement difficile. Oui, ce n'est pas un livre qui contient des recettes qu'on peut appliquer à tous les coups. Hein, c'est des pistes, des stratégies d'intervention, c'est ça ? Il n'y a pas de formule magique par rapport aux enfants difficiles. Quand on est confronté à un comportement difficile, on va être amené à réagir parce qu'on ne comprendra pas ce comportement difficile. Et quand on est dans la réaction, on va être amené à regretter parfois ce qu'on dit à un enfant ou parfois sanctionner ou punir un enfant de façon disproportionnée. J'ai la chance de travailler avec une équipe à Omzé qui est une équipe extraordinaire, je tiens à le dire. On est une des rares écoles et institutions, l'Institut Saint-Feuillin avec lequel nous travaillons, à travailler main dans la main. Et cette collaboration nous a permis de nous éclairer au niveau de l'approche thérapeutique et psychologique de l'enfant. Je ne suis pas psychologue, je suis instituteur, mais notre expérience nous a permis de comprendre pourquoi un enfant a des comportements difficiles. Lorsque l'on comprend les choses, on est amené à mieux intervenir. On ne se vit pas comme incompétent. La pire des choses, je crois, quand on est enseignant, c'est de faire vivre à l'enfant ce qu'on appelle un contre-transfert, qui peut être un contre-transfert négatif, c'est-à-dire que l'enfant vous fait vivre tellement de choses désagréable que de façon inconsciente, on est amené à le faire revivre à l'enfant. Si on comprend son histoire, si on comprend son vécu, si on comprend ses défenses maniaques, ses angoisses, sa toute-puissance, son déni et bien d'autres, on est amené à relativiser et à se repositionner par rapport à une intervention qui sera efficiente. En fait, le comportement difficile d'un enfant, c'est un message qu'il essaye de faire passer. Tout à fait. Il faut le comprendre, ce message. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas vous dire que je ne vais pas bien. Je peux être dans l'agitation, je peux être dans le déni. L'enfant sur la cour de récréation que vous prenez sur le fait qui vous dit « ce n'est pas moi ». L'enfant qui est sur la cour de récréation, qui veut être le casseur, il montre sa toute-puissance pour ne pas accepter sa faiblesse. Toutes des choses comme ça, on doit essayer de les traduire.
et de mettre des choses en place aussi pour aider ces enfants-là par rapport à cela. Et le seul lien théorique auquel je me suis référé, c'est la pyramide de Maslow et les besoins de Glasser, mais je trouve que la pyramide de Maslow, dans une école, et dans toute école je crois, le besoin de sécurité, le besoin d'estime de soi et le besoin d'appartenance sont des choses auxquelles on doit vraiment veiller pour permettre à l'enfant d'être épanoui. Et si au quotidien, nous arrivons le matin à être bienveillants avec un enfant qui nous en a fait voir la veille, pour écouter son humeur, la proaction, l'anticipation est quelque chose de très important également avec ses enfants. Trouver cette force de pouvoir le faire également, c'est vraiment porteur. Et on arrive à valoriser l'enfant. Les enfants qui ont un comportement négatif, si on les regarde avec des yeux négatifs, ils vont avoir des comportements négatifs pour vivre à travers notre regard. Donc il faut pouvoir essayer de trouver la force en eux. Ils ont tous des capacités, ils ont tous un pouvoir, et on doit pouvoir les aider à grandir par rapport à cela, leur redonner confiance. Ça veut dire que l'enseignant, l'instituteur doit prendre du temps aussi. Ça existe dans l'enseignement spécialisé, c'est ce qu'on appelle le PIA. C'est pas abordé dans le livre, mais dans mon fonctionnement d'école, c'est un plan individuel d'apprentissage où toute l'équipe se réunit 2 fois par an dans mon école, le mardi sur le temps de midi pendant que nous mangeons nos tartines, avec le PMS, et nous discutons de l'enfant dans toute sa globalité. Sa globalité, c'est l'enfant chez les éducateurs, l'enfant à l'école, l'enfant en famille. Et tout cela, avec notre regard différent, nous permet de créer un projet éducatif et pédagogique pour aider l'enfant à grandir. Et ça nous aide aussi à relativiser les choses. Alors, dans le livre, vous avez notamment répertorié 15 types de comportements difficiles chez les enfants. Cela va de l'enfant roi à l'enfant démotivé, l'enfant et le manque d'hygiène, l'enfant au rythme lent. Mais chaque fois, tout est détaillé avec des exemples bien concrets et puis des pistes de réflexion et d'attitude que l'enseignant doit avoir. Pour remettre à César ce qu'il faut être remis à César, c'est Stéphane Vincelet, le Québécois, oui. Le co-auteur qui est à l'origine de cette réflexion. Ouais. Voir dans un comportement ce qui est observable, voir ce que l'enfant pourrait parce qu'on ne sait pas toujours, mais pourrait vouloir nous transmettre, les attitudes à promouvoir, les attitudes à éviter, c'est sa réflexion et son regard. À ça, lors des formations que je donne en extérieur, j'ai ajouté une démarche réflexive qui amène les personnes à se resituer dans une globalité par rapport à la difficulté. Et ça aide la personne à prendre conscience de tout ce qu'elle a déjà fait de bien. Parce qu'on est tous des intervenants par rapport aux enfants et on fait beaucoup de choses positives dont parfois on n'a pas conscience. Et le tout est de mettre des mots, par exemple, sur ce que l'on fait pour aider l'enfant. Il faut aussi, à certains moments, relativiser les choses. Notre champ d'action est parfois limité en tant qu'intervenant. On ne va pas changer la famille, on ne va pas changer l'origine du comportement difficile. Mais c'est vraiment au niveau, moi, de mon école, au niveau pédagogique, que l'on pourra changer les choses. Donc prendre conscience de ça pour pouvoir changer les choses. La seule chose qu'on est sûr de pouvoir changer en tant qu'intervenant, c'est son propre comportement. Donc avant de vouloir changer le comportement de la personne qui est en face de soi, il faut pouvoir changer le sien. Ouais, et ça, c'est le seul pouvoir que nous avons. Alors par exemple, un enfant qui manque d'hygiène, l'origine, elle peut aller même très loin et parfois des choses très graves. Oui, mais il y a l'énurésie, il y a... Bon, je peux citer un exemple, l'enfant qui malheureusement arrive dans l'école avec des habits qui sentent mauvais. Les parents n'ont pas la chance d'avoir de l'argent, d'avoir un chauffage à la maison, donc les enfants sèchent les habits de l'enfant dans une pièce mouillée. Vous savez l'odeur que ça peut avoir. L'enfant arrive à l'école avec ses vêtements souillés, ils sont propres, mais ils sont mal séchés. Il se fait rejeter. Il faut pouvoir mettre des mots là-dessus, il faut pouvoir protéger l'enfant par rapport à cela. On peut en discuter dans la classe, mais il faut surtout éviter de le rejeter. Éviter de parler devant les enfants par rapport à cela également. Et là, j'ai envie d'embrayer sur quelque chose qui est le pouvoir de l'exemple aussi. En tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, nous devons pouvoir montrer l'exemple. J'ai été le premier à ne pas montrer l'exemple. J'ai été instituteur, j'ai été le premier à faire des... Je ne sais même pas si ce sont des erreurs, c'est eux-mêmes, on doit avoir conscience de ça. Mais on doit pouvoir mettre en place des choses qu'on demande aux enfants. Ne pas parler devant les enfants, éviter de demander aux enfants de se mettre en rang et de parler avec sa collègue pendant un quart d'heure, chose que j'ai fait également. On doit pouvoir, c'est Albert Jacquard qui disait ça, je crois qu'on doit pouvoir montrer l'exemple. Bien. Alors, vous donnez des formations, vous l'avez dit, vous serez également au Salon de l'éducation pour des conférences avec le co-auteur. Oui. Vous n'arrêtez pas là, pour l'instant.
C'est un peu chaud, ouais. C'est vrai que pour l'instant, ça part à tout azimut. Les formations fonctionnent très bien, j'ai de très bons retours. Je crois que c'est un outil qui n'existait pas. Il y avait beaucoup de théorie, mais pas beaucoup de pratique. J'ai voulu le livre en partage d'expérience, simple à lire, facile à comprendre, à la portée de tous, parents, intervenants, éducateurs, enseignants. Oui, vous faites bien de dire parents et à la portée de tous, parce qu'en parcourant cet ouvrage, on se rend compte qu'il ne faut pas nécessairement avoir un enfant dans l'enseignement spécialisé pour le lire. Ça peut intéresser tous les parents. Je travaille avec des enfants qui ont des troubles du comportement, mais on a tous des enfants. Mes enfants ont des comportements difficiles, c'est clair. Mais la distinction est que ce qu'on met en place pour un trouble du comportement faudra être plus cohérent. Je veux dire, il faudra faire ça un peu tous les jours. Mais il faut bien comprendre aussi la différence entre un comportement difficile et un trouble du comportement. Si je peux le dire en 2 mots, le comportement difficile est un comportement qu'on va pouvoir changer de par les règles qu'on met en place, de par les rappels à l'ordre. Un trouble du comportement, c'est quelque chose que, malgré tout ce que l'on met en place, on ne va pas le faire évoluer, on ne va pas le faire changer. Et ce trouble du comportement, en général, les enfants difficiles sont alors difficiles à l'école, en récréation, en famille, au cours de gym, je veux dire un peu partout. Et là, j'ai envie de dire quelque chose que je souligne aussi en formation, l'importance du diagnostic du trouble du comportement pour les enseignants, pour les éducateurs. Je crois qu'en tant qu'enseignants, nous ne sommes pas habilités à pouvoir poser un diagnostic. Mais nous sommes habilités à nous inquiéter et à interpeller des personnes professionnelles comme neuro, pédopsychiatres, PMS, pour pouvoir déterminer ces troubles. Et ce sont les seules personnes qui sont habilitées. Donc, en tant qu'enseignant, sauf si on a un enfant qui a un trouble du comportement chez moi en enseignement spécialisé type 3, je peux parler de troubles. Mais dans l'enseignement ordinaire, je conseille d'éviter de parler de troubles du comportement quand on ne sait pas ce que c'est. Bien, eh bien, ça passe tellement vite. Oui. On va déjà devoir se quitter. Merci Paul Leurquin en rappelant le titre de cet ouvrage, Gérer les comportements difficiles chez les enfants. Et puis rendez-vous au Salon de l'éducation à Charleroi. Merci beaucoup, très bonne soirée, à bientôt. Merci à vous.